Chers internautes, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter un débat sur le thème de la Constituante avec André Bellon. Bonjour André. Bonjour. Et Wikicrate. Bonjour Wikicrate. Bonjour. Alors le thème exact de ce débat sera Constituante, qui, quand et comment. Donc on va s'intéresser donc à comment on pourrait mettre en place une constituante, qui pourrait le faire et à quelle échéance. Sachant que vous, donc pour vous présenter brièvement, Wikicrate, tu fais partie d'une association qui s'appelle Les citoyens constituants. Tout à fait, qui existe depuis 5 ans environ. Depuis 4 ans. Et André Bellon, vous êtes le président de l'association pour une constituante qui existe depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis le référendum sur la Constitution européenne, enfin le traité constitutionnel européen. Alors pour présenter déjà tout de suite un petit peu vos divergences, est-ce que vous pourriez nous présenter votre vision de ce que devrait être une constituante populaire ou étatique? Je ne sais pas si c'est tout de suite une divergence, mais enfin on va... Bon, d'abord, c'est quoi une constituante? Je crois que c'est bon de le rappeler parce que c'est pas toujours très clair. Il y a des visions un peu mythiques. Une constituante, c'est une assemblée élue par l'ensemble du peuple, donc par tous les citoyens, pour dire quelle est la règle du jeu politique. Donc pour redéfinir les institutions, parce qu'on pense qu'à un certain moment, le système institutionnel ne permet plus, alors disons d'un mot, grand mot, on reviendra sur la signification de ce mot, la souveraineté populaire. Voilà. C'est-à-dire d'affirmer que le souverain, c'est le peuple, et non pas une catégorie particulière qui s'arroge des droits parce que soudain elle aurait, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, la connaissance, une supériorité intellectuelle, ou non. C'est l'ensemble des citoyens qui redéfinit la règle du jeu, et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà. Mais alors jusqu'à présent, on n'a jamais eu de constituante de ce type. D'habitude, c'était des constituantes pas organisées par le peuple. Alors d'abord, des constituantes, pour faire bref, en France, il y en a eu 6, donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Alors ensuite, on peut porter des jugements divers sur tel ou tel. Il y en a eu 6. 1789, c'est quand même une remise en cause du système monarchique. Alors, de façon insuffisante, c'est clair, mais il y a l'idée d'élaborer une constitution contre un système monarchique qui était complètement centralisé jusque-là, avec tous les pouvoirs au niveau d'un homme, ou en tout cas d'une catégorie nobiliaire. Voilà. 1793, c'est l'émergence du suffrage universel qui n'existait pas en 89. Puisque c'était un suffrage censitaire, donc réservé à ceux qui avaient de l'argent. Alors ensuite, il y a eu 1848. Bon, si on débat, on pourrait y revenir. C'est pas ma favorite. Ensuite, il y a eu 1875, qui est plus intéressante. Et puis, en 1946, il y en a eu 2. Et à chaque fois, bon, l'idée, c'est on redéfinit la règle du jeu, les institutions, voilà, en passant devant l'ensemble des citoyens. Très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, Wikicrate, des constituantes qui ont eu lieu jusqu'à présent, celles qui ont été évoquées par André Bellon? Déjà, je suis, pour présenter la chose, je suis déjà aussi d'accord sur le rôle de la constituante, à savoir qu'elle doit écrire la Constitution et les règles supérieures. André Bellon a une connaissance beaucoup plus pointue que moi concernant les dates et concernant la façon dont elles se sont passées. Moi, j'en retiens une grande ligne et des points communs, et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que les constitutions qui ont lieu jusqu'à maintenant, les constituantes qui se sont rassemblées jusqu'à maintenant, ont toujours été des constituantes qui n'étaient pas représentatives sociologiquement de la population. Elles avaient été effectivement élues. Et quand on élit des représentants à une assemblée constituante ou dans n'importe quelle assemblée, on essaye de choisir les meilleurs pour nous représenter. Alors quand on les connaît, qu'on sait exactement le message qu'ils vont porter et en quoi ils vont nous représenter, ça pose pas de problème. Malheureusement, au niveau d'une société comme la France, quand on élit des gens, eh bien on ne les connaît pas, parce que 60 millions de Français ne connaissent pas les gens leurs députés. Ils en ont une idée, ils s'en font une idée à travers leur profession de foi et à travers ce que dit la presse. Donc ils les connaissent à travers un filtre
qui pour moi est un filtre déformant d'une part, et d'autre part, ces gens qui se présentent souvent en faisant campagne, donc ils doivent financer leur campagne électorale, et ce sont des gens plus instruits, plus compétents que la moyenne des Français. Donc ils ont des qualités que la moyenne des Français n'a pas, mais le fait qu'ils soient plus instruits, le fait qu'ils soient plus compétents, le fait qu'ils doivent financer une campagne électorale, crée un dissensus par rapport à la représentation de la population. Et pour moi, ça se traduit dans les textes qui sont écrits. Et c'est là que je vois une limite aux constituantes qui ont écrit des constitutions jusqu'à maintenant, en ce sens que les textes qui en ont émané n'ont pas joué leur rôle comment dire, n'ont pas été celles qui auraient été écrites par le peuple, en fait. Disons qu'ils ont été écrits par ceux qui ont été désignés comme leurs représentants, à juste titre ou pas. Ça, c'est encore un autre débat. Mais ils sont censés représenter les autres citoyens. Est-ce que vous pensez, vous aussi, André Bellon, qu'on est à une époque où, s'il y avait une nouvelle constituante aujourd'hui, ce serait justifié qu'il y ait une proportion de citoyens directement issus du peuple qui participent à son élaboration? Est-ce que vous pensez que la population est mûre pour cela? Alors, si on le pose en ces termes, j'aurais une tendance à dire, je m'étonne même de la question. Je pense que tous les citoyens élus pour une constituante doivent être élus du peuple. Et quand on pose ce genre de questions quelque part, il y a l'idée qu'il y a, puisqu'il y aurait des gens qui ne sont pas issus du peuple, il y a l'idée qu'il y a le peuple et puis une autre partie qui est autre, qui est plus supérieure, qui a des capacités, des compétences ou de l'argent. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Y compris ces élites. Les élites, vous savez, ça va, ça vient. Hein. Qui est-ce qui a décidé que sont les élites, hein? Bon, moi, il me semble que quand j'écoute certains qu'on considère comme des élites, allez, est-ce qu'il faut citer des noms, Alain Menck ou Attali, honnêtement, moi, je ne les ressens pas vraiment comme ça. Ce n'est pas votre élite, en tout cas. C'est pas la mienne. Bon. Donc, la conception de l'élite est quand même parfois un peu relative à ceux à qui la question est posée. Hein. Donc, je crois que la vraie question, et nous sommes, je crois, d'accord pour dire il faut que les institutions, et donc la constituante, qui est une forme d'institution temporaire, mais une forme d'institution, soit représentative du peuple. Sinon, il n'y a pas de souveraineté populaire. Ça, c'est clair. Bon. Alors après, il faut trouver la manière pour qu'elle soit représentative. Il n'empêche que dans l'état actuel des choses, et c'est pour ça que la question se pose aujourd'hui, les élus sont de moins en moins représentatifs de la population. Et ce qui vient de se passer, et là nous sommes le 16, donc dans 2 jours il va y avoir la nouvelle assemblée, et s'il y a un renouvellement, ce qui est assez probable, aussi important que ce qu'on dit, c'est pas parce que ceux qui sont présentés apparaissent tellement représentatifs et adaptés. C'est parce qu'il y a un rejet de ce qu'il y avait avant. Tout à fait. Bon, et donc, d'ailleurs, excusez-moi, il y a un journaliste qui a dit, ou je ne sais plus qui a dit, un âne se serait présenté à la députation avec l'étiquette En Marche, il aurait été élu. Je connais peu d'ânes au sens propre qui se sont présentés, mais c'est une question intéressante. Bon, cela étant, celui de Buridan, par exemple, ne serait pas sans intérêt. Je crois que la question que nous posons l'un comme l'autre, me semble-t-il, c'est comment faire en sorte que les institutions donnent des personnes représentatives réellement du peuple. Voilà, ça, c'est la vraie question. Alors, chacun travaille comme il peut sur ce genre de questions. Nous, Association Brune Constituante, nous disons, il y a une première question qui est jusqu'à maintenant, et de façon progressive, ce n'est peut-être pas le cas au départ, mais petit à petit, ça s'est aggravé, le pouvoir procède du haut vers le bas. Et plus ça va, plus il procède du haut vers le bas. C'est-à-dire, on arrive à des situations absolument aberrantes où les élus
juge les électeurs. Alors que, bon, en théorie, en démocratie, c'est quand même les électeurs qui jugent les élus, me semble-t-il. Bon. Et quelque part, de ce que je crois voir se profiler dans la nouvelle Assemblée, il n'y a pas de changement, puisque si bien vous dites, je ne reprends pas l'exemple de l'âne, enfin, il ne procède que de la volonté du président de la République, donc ça vient bien du haut vers le bas. Nous disons, il faut inverser, il faut que ça vienne du bas vers le haut. C'est pour ça que notre idée, et je réponds à la question, est-ce qu'on connaît le futur élu? C'est une vraie question. Si on élit quelqu'un uniquement en fonction d'une étiquette, bon, ce n'est pas obligatoirement une bonne réponse. Nous, notre idée, c'est de reprendre complètement au niveau le plus parcellaire. Hein. Bon, alors disons pour faire bref, au niveau communal. Et puis quand la commune est trop grosse, au niveau du quartier. Bon, et de manière à ce que là, les gens se connaissent, ou du moins qu'ils aient la possibilité de parler ensemble pour se connaître. Ce qui revient quelque part un petit peu au même. Et que de par cette connaissance, il fasse émerger des gens qui sont réellement en lien avec eux. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'on appelle représentants. Mais donc, du coup, il y a eu un débat qui fait que, bon, tiens, celui-là, il nous correspond. Celui-là, il pense ce que nous souhaitons faire passer. Alors ensuite, est-ce que ce genre de méthode, je repense à 1789, il me semble qu'il y a eu des élections à plusieurs niveaux. Hein. On est parti du plus proche en désignant, enfin, ce que Florence Gauthier appellerait des commis de confiance, hein. Puis qui eux-mêmes se sont réunis pour choisir entre eux des députés. Alors il y avait plusieurs niveaux. Est-ce que c'est une bonne méthode? Ça mériterait débat pour le coup. Mais bon, ça fait partie des discussions. Moi, je n'ai pas la réponse obligatoirement à ça. Je pense que ces questions existent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Wikicrats? Moi, ça m'inspire alors que, effectivement, si on élit des gens au terme d'un débat en assemblée pour porter une idée, un message, etc., et qu'en plus on peut avoir un mandat impératif pour porter ce message-là, effectivement, ça ne me gêne pas que la personne soit élue et non pas tirée au sort. Néanmoins, pour écrire une constitution, on ne va pas mandater quelqu'un pour porter avec un mandat impératif un texte entier. On pourrait éventuellement le porter pour un article. Mais si on le porte pour un article, ça veut dire qu'on lui laisse le champ libre pour les autres. Ça veut dire que chaque citoyen n'a pas le contrôle entier ou n'a pas la même chance d'avoir un contrôle entier sur la Constitution. Je vais en revenir sur une définition de la démocratie qui m'a bien plu récemment, qui était de dire que dans toute démocratie, chaque citoyen doit avoir une égale chance d'influer les lois qui vont gouverner la communauté. Ça ne veut pas dire que chaque citoyen va écrire quelque chose, mais il doit avoir une égale chance. Si on tire au sort des citoyens, eh bien chacun a une égale chance d'être tiré au sort. Si on élit, des citoyens, alors, bien sûr on peut dire tous les citoyens ont le droit de se présenter. Sauf qu'on sait que dans la réalité, il faut justement... il y a des protocoles qui font que ça ne peut pas marcher. Mais bon, ça c'était juste un aparté. Pour continuer sur cette idée de déléguer dans une assemblée au-dessus avec un mandat impératif un élu pour représenter une idée, ça me va bien. En revanche, je trouve ça inadapté dans un contexte de constitution. D'une part parce que pour se connaître, il faut vraiment que dans l'assemblée, ça soit une assemblée où il y ait de citoyens, où il y a au maximum une centaine de gens qui peuvent débattre pendant quelques heures pour pouvoir procéder à une telle nomination de quelqu'un. Et que si on regarde le nombre d'assemblées de 100 personnes, et ben ça ferait des centaines de milliers d'élus en France pour écrire une constitution. Et que donc ça obligerait à refaire d'autres étapes où ces élus-là referaient des assemblées de 100, etc. Et ça ferait un millefeuille qui, d'une part, serait complètement illusoire parce que à partir du moment où chacun aurait un mandat impératif, eh ben, il ne peut pas y avoir de débat entre des gens qui ont un mandat impératif pour dire blanc et des gens qui ont un mandat impératif pour dire noir. Il n'y a pas de débat possible. Donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord pour élire quelqu'un qui va les représenter. Donc autant cette idée d'élection ne me choque pas du tout au niveau d'une démocratie locale pour fonctionner comme ça.
autant je la trouve complètement inadaptée pour nommer une assemblée constituante qui écrirait la constitution dont nous avons besoin au niveau national. Alors j'imagine que vous souhaitez réagir. Oh, on souhaite toujours réagir. Mais, bon, d'abord, puisque c'est un peu la mode de parler de cette histoire de tirage au sort, je ne sais pas si le mandat, on va en parler, doit être impératif ou pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur quelqu'un tiré au sort, il n'y a pas de mandat du tout, puisqu'il est tiré au sort. Donc je ne pense pas que ça soit un grand progrès en matière de respect du mandat, puisqu'il n'y en a pas. S'agissant des gens, mandat impératif ou pas impératif, c'est un vieux débat qui date de la Révolution française, qui avait été tranché d'une certaine manière à l'époque. L'idée étant, l'élu est souverain sur l'ensemble et c'est dans le débat avec les autres que les idées progressent et que donc on se fait une idée collective. C'est l'idée de la formation de l'intérêt général, hein, un peu rousseauiste d'une certaine façon. Bon, je pense qu'il y a une question qu'on ignore quand on ne pose la question que comme ça, c'est que un élu, il n'y a pas uniquement la question du mandat impératif ou pas impératif, il y a la question de sa relation aux citoyens. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est allé dans une assemblée où il a été mandaté pour gérer telle ou telle chose, on peut parfaitement imaginer, ça fait partie des réflexions, hein, qu'il revienne devant les citoyens pour faire part de son action et qu'on avalise ou qu'on n'avalise pas ce qu'il a fait. Comment dirais-je, on valide son mandat ou on le rejette. Et si on le rejette, du coup, on rejette l'élu. Enfin bon, ça fait partie de réflexion, ce genre de choses. Une sorte de bilan intermédiaire, en fait. Oui, par exemple. Mais en toute hypothèse, le mandat impératif ou pas n'exclut pas le fait qu'il y ait un contrôle des élus. Et que cette question, elle existe. Mais c'est ce que j'appelais la différence entre le mouvement d'en haut en bas et le mouvement d'en bas en haut. À partir du moment où le bas, enfin, c'est un peu dévalorisant d'ailleurs de prendre ce terme, mais bon, c'est assez habituel. Donc, on est la France d'en bas, on est les Sans-Dents, on a l'habitude. Oui, bon, on est les 100 grades, les petits, bon, etc. etc. Mais à partir du moment où on est sur l'idée que ça procède du bas vers le haut, il est évident que la force et donc la souveraineté du peuple, donc du bas, doit être un élément de contrôle, oui, bien entendu. Alors ensuite, tout le débat qu'on va avoir sur les institutions demande de réfléchir à la manière dont se fait ce contrôle. Et ça, c'est pas une question simple, on ne va pas le faire tous les jours non plus. Non. Mais qu'on ne le fasse jamais n'est pas une bonne idée non plus. Ah non, certainement pas. Bon, donc voilà, c'est à ce genre de questions qu'il faut réfléchir. Et je n'ai pas la réponse définitive, je dis que nous cherchons à poser des questions pour l'instant. Bon. Alors j'avais un ami qui face à Manuel Valls, dans une vidéo où il l'interviewait, avait eu cette jolie formule: la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc c'est valable également pour nos représentants, nos élus. On peut avoir confiance en eux, mais quand même vouloir les contrôler. Ça paraît logique. Contrôler ce qu'ils font à différents moments et ne pas leur signer un chèque en blanc. C'est un petit peu un des gros problèmes de ce qu'on reproche aujourd'hui aux politiciens, c'est qu'ils sont élus pour 5 ans et qu'ils ont un chèque en blanc et qu'ils peuvent grosso modo presque faire ce qu'ils veulent. Non, mais ce qu'on appelle la confiance dans le système actuel, tous les présidents de la République successifs ont effectivement confiance, ayez confiance, ça rappelle le serpent dans le livre de la jungle. Ayez confiance, avec les yeux qui tournent. Bon, la confiance, ça ne veut pas dire se taire. Or, il y a un peu cette idée, faire confiance, ça veut dire on se tait pendant 5 ans. La 5e République était faite comme ça. C'est bien pour ça qu'il faut la changer. Alors, d'autre part, sur le nombre de gens, nous avons fait un certain nombre d'actions quand même, qui sont, alors, l'association Brunet Constituante, je vous en parlais, mais on a fondé avec d'autres les communes citoyennes. Communes citoyennes, c'est à la fois des citoyens et des élus locaux qui se mettent ensemble pour, au niveau d'une commune, faire émerger la volonté collective par les cahiers d'exigence. Alors on a remplacé doléances par exigence parce que
doléances, on trouvait que ça faisait un peu Désuet. ringard, et puis un peu larmoyant, quoi. Excusez-moi mon maître de vous demander pardon, j'ai un problème. Bon. Exigence, c'est plus volontaire. Bon. Et donc, on a demandé, parallèlement à la présidentielle, que dans les communes, il y ait cette élaboration des cahiers d'exigence. Et ça a eu lieu au moins, mais je pense qu'il y en a plusieurs, mais au moins dans une commune qui est Les Molières, qui est au nord de l'Essonne, qui est 2500 Près de habitants. la vallée de Chevreuse. Oui, enfin à l'entrée de la vallée de Chevreuse, pas dedans, mais juste à l'entrée. Oui, pas loin des Ulysses, ce coin-là. Et ça s'est très bien passé. Regardez sur le site Commune Citoyenne ou sur le nôtre, www.pouruneconstituante.fr. Ça a été un processus intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les élus y participent avec des citoyens non élus, mais que le président, enfin l'animateur plutôt, du groupe n'est jamais le maire. C'est un principe qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que le maire doit être dans ce processus un citoyen comme les autres, qui apporte évidemment sa vision des choses, cela va de soi, là, il a le droit. Mais il n'est pas le responsable. Et on sépare bien les deux choses, la fonction mairie et la fonction cahier d'exigence. Bon, alors voilà une idée de reportage à faire pour le Cercle des Volontaires, Ah, donc oui, la mairie la commune des Molières. En plus, j'habite avec pas- son maire j'habite à Yvan côté. Lubraneski. Et alors, c'est vrai qu'avec votre association, vous en faites pas mystère, vous militez aussi beaucoup pour l'introduction du système du tirage au sort en politique. Alors pas forcément pour tout et à toutes les sauces, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois faire sourire ou faire peur, le tirage au sort. On se dit mais on va pas nommer n'importe qui, lancer les dés et puis lui donner les pouvoirs à celui qui aurait été nommé comme ça par hasard. Quel est l'intérêt quel serait d'après vous, d'après votre association, l'intérêt d'introduire du tirage au sort en politique? D'accord. Alors déjà, je voudrais revenir sur le terme de le tirage au sort est une mode qu'André a employé. Un petit peu. Moi, je dirais que c'est l'élection qui est une mode depuis 200 Elle est ans. vieille, celle-là. Non, elle n'a que 250 ans. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité, depuis Athènes, ça 250 ans, ça fait pas beaucoup. Il y a eu du tirage au sort à Venise, il y a eu du tirage au sort dans les républiques florentines, dans les républiques italiennes, il y a eu du tirage au sort dans différents endroits. À chaque fois que dans le monde, avant la Révolution française, on parlait de démocratie, on pensait tirage au sort. Ça n'est que depuis la Révolution, la Révolution américaine, un an avant la Révolution française, et je ne sais pas si on peut parler de Révolution américaine, mais bon, de 1788-1789, c'est à partir de ce moment-là que on a établi que il a été établi, parce que c'est pas nous le peuple, que les représentants du peuple seraient élus et non pas tirés au sort. Maintenant, sur cette question de mandat impératif, c'est tout à fait exact de dire qu'un tiré au sort n'a pas de mandat impératif. La force d'une assemblée, autant j'ai insisté sur le fait que je n'avais rien contre l'élection de quelqu'un qu'on connaît et à qui on donne un mandat impératif, parce que là, il va être porteur d'une volonté exprimée par le peuple. Autant, quand il s'agit de tirer au sort, il ne faut pas de mandat impératif. Les gens tirés au sort raisonnent en leur âme et conscience. Quand on tire des jurés d'assises au sort pour juger un criminel, ils n'ont pas été mandatés selon qu'ils sont pour ou contre la peine de mort, selon qu'ils sont sévères ou pas sévères. On les a patriés en fonction de critères de cet ordre-là. Non, leur force, c'est une force statistique liée au tirage au sort, c'est d'être globalement représentatif. Alors c'est beaucoup moins vrai pour des jurés qui sont en nombre réduit que pour une assemblée constituante qui pourrait être par exemple au niveau national d'1 millier de personnes, et où il y a des tableaux qui montrent, qui associent par exemple pour 1000 personnes qui représenteraient une population de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions, il y a des statistiques qui montrent dans quel pourcentage de cas l'erreur, parce qu'il y a toujours une erreur probable quand il y a du tirage au sort. L'erreur de 100%, ça serait que si par exemple on tire au sort 1000 personnes, on se retrouve avec soit 1000 femmes, soit 1000 hommes, alors qu'on a tiré au sort parmi les hommes et les femmes. Ça serait l'erreur maximale de 100%. Mais des statistiques montrent
que ça, il y aurait moins de chances de ça que de se prendre une météorite toutes les secondes pendant 10 ans sur la Terre. Ah, encore que Nathalie nous a dit qu'elle allait arriver. Hein, oui, mais pas toutes les secondes. Voilà. Mais, enfin, c'est pour dire que la probabilité est infinitésimale. Par contre, donc il y a à peu près 5% d'erreurs, d'avoir 5% de probabilité d'avoir une erreur qui dépasserait les 3% d'erreurs de représentation statistique. Alors 3%, ça peut être très gênant dans certains domaines. Je veux dire, si on espère par le tirage au sort avoir une représentation de certaines minorités comme les handicapés, comme les aveugles, etc., ben, c'est vrai que là, ça sera vraiment au petit bonheur de la chance. Soit on aura 3 aveugles dans le Parlement, soit on n'en aura aucun. Par contre, si il s'agit de... Excuse-moi de te couper. Oui. Statistiquement, il y aura des gens qui ont de la famille ou qui ont des amis handicapés. Forcément. Mais là, je parle de gens qui le seraient parce que dans la population, il y en a. Mais en revanche, au niveau de la répartition homme-femme, le fait qu'il y ait entre 470 ou 530, je donnerai au Cercle des volontaires l'adresse URL du tableau qui donne ces statistiques-là et qui pourrait être mise en sous-titre, je pense, dans ce que je dis. Donc, donc il n'y aura pas exactement 500 hommes, 500 femmes, il y aura une petite erreur par rapport à ça. Et cette erreur-là, qu'on va retrouver... alors, à la fois, on va retrouver cette erreur-là sur le critère homme-femme, mais sur d'autres critères, sur la richesse, sur l'habitation, ville, urbain, campagne, et sur les professions. Oui. J'appellerais pas ça des erreurs, j'appellerais ça des... parce que c'est une non-homogénéité, enfin, comment dire, c'est une non-égalité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parité totale. Alors on va dire des erreurs de représentativité. Oui. Voilà, par rapport à une représentativité idéale, voilà, qui donnerait, qui serait idéale. Voilà, c'est pas des erreurs par rapport à l'idéal. En revanche, il est bien clair que quand on élit une assemblée constituante, les erreurs, sauf si on a une volonté affirmée, par exemple, si on prend des dispositions pour avoir 500 hommes, 500 femmes, auquel cas on pourra minimiser ce critère-là, mais on ne pourra pas jouer à ça pour tous les critères, sur la richesse, sur la sociologie, sur l'âge, sur le type de métier, l'orientation sexuelle. Or, dans un peuple, on retrouve tous ces marqueurs-là, et il est important que, pour être représentatif, l'Assemblée tirée au sort ait cette représentativité. Et c'est ça qui fait que les tirés au sort pourront juger en leur âme et conscience, parce que toutes les contradictions internes à la société, ils les porteront globalement. En gros, si je te suis bien, Wikicrate, toutes les minorités ne seront pas représentées, mais la diversité de la population, elle, sera représentée. Absolument. Ok. Une réaction ? Oui, là, pour le coup, on va avoir un débat qui, dans le temps, va être assez bref, mais qui pourrait être assez long. Hein. Bon, d'abord, sur l'histoire... La démocratie, au sens suffrage universel, là, une histoire beaucoup plus vieille. Bon, en Grèce, on ne va pas revenir éternellement sur la Grèce. Il y avait des fonctions tirées au sort et certaines qui étaient élues. Périclès, par exemple, a été élu. Or, c'était la fonction la plus importante. Hein. Bon. Les fonctions tirées au sort étaient plus accessoires. Et de toute façon, c'était au sein d'une société qui était une société extraordinairement restreinte, puisqu'il n'y avait que les riches et hommes. Bon. Donc, d'une certaine façon, des gens assez homogènes. Hein. Ceux qui avaient le droit de voter ou de tirer au sort. Il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait pas les femmes. Il y avait pas, bon. Donc, c'était un milieu assez restreint, déjà très sélectionné. Donc, mais qui ne faisait pas exception à l'époque dans le monde. C'était pas une exception. C'était quoi le monde à l'époque ? Je ne sais pas comment ça passait chez les Germains ou chez les Chinois. Hein. Bon, on parle à la Grèce, là. Donc, deuxièmement, la question de l'élection... dans l'histoire, d'abord, il y a eu des élections, en particulier le Sénat de Venise était élu par un système assez intéressant, on ne va pas le développer, mais qui était assez curieux, à 2 tours, avec un premier tour qui nommait les noms, et ensuite en boule blanche, boule noire, c'était assez... C'était un mix assez intéressant de ce point de vue. Mais pas de tirage au sort, de sélectionner d'abord les noms, les nominer, comme on dirait aux États-Unis. Je veux dire qu'il y avait un mix d'élections et de tirage au sort. Non, avec les boules. Quand on parle des boules, pas sur le Sénat. sur les doges en tout cas. En revanche, le doge, c'est une autre affaire.
parce qu'on sélectionne entre les familles, il ne faut pas qu'il y ait de... Bon. Le problème, en revanche, le suffrage universel, il ne date pas de la Révolution française ni des États-Unis. En Angleterre, il y avait déjà un parlement depuis assez longtemps. Hein. Toute l'histoire Cromwell est liée aux relations avec entre le roi et le parlement. Bon. Le problème de savoir si on tire au sort ou si on élit. Moi, je suis pour l'élection et pour des raisons assez déterminantes. Premièrement, parce que ce qu'on appelle le tirage au sort en disant ça représente, c'est intéressant de la manière dont tu l'as posé, c'est on sélectionne les catégories ceci, les catégories cela, etc. Pour moi, la manière dont on sélectionne les gens, c'est leur pensée par rapport aux enjeux politiques. Leur catégorie sociale, Marx était un bourgeois, hein, et Bérégovoy était un ouvrier. Je ne vais pas prolonger trop longtemps ce genre de parallèle, mais preuve que la condition sociale ne détermine pas vraiment la position politique. Je ne sais plus si c'est Marx ou Lénine qui avait dit « les conditions matérielles d'existence déterminent le niveau de conscience ». Oui, sans doute, sans doute. Il n'empêche que si on parle uniquement des catégories socio-professionnelles, elles ne déterminent pas les positions politiques. Or, le suffrage universel, il naît en France, bon, il existait d'une certaine façon dans les communes. Hein. Il y avait une vie communale assez intéressante d'ailleurs, même au Moyen-Âge. Là, je crois que vous en avez parlé avec Florence Gauthier, hein, de cela. Mais sur le plan national, il n'émerge pas du tout, parce que je sais qu'il y a, j'ai entendu un certain nombre de gens, d'experts, je ne citerai pas de nom, d'experts juridiques, qui sont pour le tirage au sort en expliquant qu'il faut cela étant des experts derrière pour guider les tirés au sort. Entendez par là eux. J'ai cru entendre ça, hein, de ci, de là. Et qui disent, mais vous voyez, Sieyès, qui était le grand révolutionnaire. Sieyès, c'est un grand révolutionnaire, certes, qui n'était absolument pas pour la démocratie au sens général, puisqu'il était pour le suffrage censitaire en 89, et qu'ensuite il a été pour le coup d'État de Napoléon Ier. Enfin, de Bonaparte à l'époque. On ne peut pas dire que c'est franchement la caractéristique de l'homme du suffrage universel. Le suffrage universel émerge après le renversement de la monarchie le 10 août 1792. C'est à ce moment-là qu'on dit... il n'y a plus possibilité d'avoir un suffrage censitaire parce que le peuple a renversé le roi. Et donc, c'est l'ensemble des citoyens qui, alors avec le problème du vote des femmes, que je ne nie pas, mais le principe est admis. Voilà. Alors, ça a deux avantages, et c'est là-dessus que je crois qu'il faut réfléchir sur le suffrage universel. Le premier, c'est que qui dit suffrage universel en ce sens, dit refus du consensus a priori. Il y a débat et il y a affrontement sur des sujets essentiels et il faut que ces sujets émergent avant la désignation des représentants. Donc pour moi, avant l'élection. Et c'est sur la base de ce conflit qu'on élit. Le problème dans la situation actuelle, c'est que depuis des années, on élit en niant le conflit et en ayant deux partis dominants qui disent exactement la même chose, à des nuances près, non négligeables, mais enfin pas fondamentales. Et donc, d'une certaine façon, on a nié le fondement même de la démocratie, qui est l'acceptation du conflit, et donc la manière de le trancher. Ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, ensuite, il y a une deuxième chose qui, pour moi, est fait que je suis fondamentalement pour le suffrage universel, c'est que le suffrage universel reconnaît que tout citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, ses capacités intellectuelles, sexuelles ou je ne sais trop quoi, a droit de participer au vote et a droit de participer au débat. Un tirage au sort nie cette particularité. Le problème quand même justement du suffrage universel aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est autant critiqué, voire remis en question, c'est que le débat qui est nécessaire au préalable à cette élection au suffrage universel, le débat il est galvaudé, il est biaisé. Et notamment parce qu'on a des médias en France qui sont à 90%, en tout cas en termes d'audience, privés et aux mains de
d'oligarques, hein, osons le terme, et que du coup aussi simple. oui. Et, et du coup le débat il est pas honnête, et donc du coup les gens votent, mais ils votent sous influence en fait. Attendez. Vous n'avez pas été sans remarquer qu'au-delà des nuances, ou des différences d'ailleurs, qu'on peut avoir sur la manière de traiter le problème, on a par contre un diagnostic assez proche sur le côté catastrophique de la période. Ah, on a plein de points communs. Ouais. Bon. Donc, de ce point de vue, on cherche la solution. Mais sur le diagnostic, on est assez identique. Le constat est commun. Oui, le constat est commun, oui. On ne peut pas dire, et je crois que ça c'est une des choses qu'il faut tirer des années qui viennent de se passer, je dirais même des décennies. Hein. Il faut dire clairement ce qui était la base de la légitimité dans les années qui viennent de se passer ne peut pas s'appeler le suffrage universel. C'était un dévoiement du suffrage universel. Hein. Bon, pourquoi ? Ben parce que les choix qui étaient donnés aux citoyens, bon, disons entre les deux grands partis, pour faire bref, puisque ça oscillait entre l'un et l'autre, hein, étaient pratiquement identiques. Bon, donc d'une certaine façon, quand vous avez à choisir entre, comme disait l'autre, blanc bonnet et bonnet blanc, pour reprendre une expression aujourd'hui célèbre, oui, bien entendu, le suffrage universel tranche, mais peut-on dire que c'est le suffrage universel puisque les véritables enjeux ne sont pas mis sur la table? Donc le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est de remettre ces enjeux en évidence et sur la table. Mais avec les médias qu'on a, comment faire? Alors, ça, c'est... Oui, mais attendez, si on commence, bien entendu, vous avez raison, et en même temps, j'ai une tendance naturelle, soit dit en passant, pas parce que vous tirez au ressort que les médias seront différents, hein, mais... j'ai une tendance à dire on ne commence pas devant un problème aussi énorme par dire quels sont les empêchements, on commence par dire quelles sont les volontés. Parce que ça fait des années que tous les gouvernements successifs passent leur temps à dire je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, et il y a les marchés financiers, et il y a l'Union européenne, et il y a le FMI, et il y a ceci. Bon, donc on ne fait rien. Bon, alors on commence à dire je voudrais en gros ça. Et ensuite, on regarde quels sont les obstacles. Je crois qu'il faut inverser les choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé, ça c'est vrai. C'est probable. Mais on a au moins affirmé une volonté, ce qui nous changerait quelque peu. Hein? Alors, vous disiez que donc, si il y avait des tirés au sort, il y aurait quand même les médias, ce qui est vrai. Les médias mainstream seraient toujours là. En revanche, il me semble, et là tu vas pouvoir me corriger si je me trompe, il me semble que dans les ateliers constituants, ce qu'on constate, c'est justement que même si les médias préexistent au fait qu'il y ait des gens qui se réunissent dans une salle pour réécrire un article pour s'exercer, hein, c'est pour de jouer, entre guillemets, quoi. C'est pour s'entraîner. Il me semble que les médias n'ont pas grande influence justement sur les citoyens qui se regroupent comme ça pour écrire des bouts de constitution. Alors, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que les gens qui viennent à nos ateliers constituants ne sont pas forcément représentatifs de la population. Ils sont justement des gens qui ont pu échapper un peu, font partie de la minorité à mon avis, qui, même si on ouvre nos ateliers constituants à tout un chacun, ceux qui viennent sont ceux qui ont entendu parler de nous. Et c'est pas à la télé qu'ils en ont entendu parler. Oui. Est-ce que du coup vous avez déjà essayé de faire un atelier constituant avec des gens vraiment tirés au sort, que vous contactiez vous-même et que vous essayez de faire venir alors on l'a, enfin dans ce contexte-là non, ça serait certes intéressant, mais effectivement ça montrerait justement la limite de l'exercice et ça montrerait l'influence des médias et du conditionnement de la population à la fois par les médias et par l'éducation. Je suis sûr que si on fait un sondage, enfin je pense que la proportion baisserait maintenant petit à petit, mais je pense que si on demandait aux gens est-ce qu'on vit dans une démocratie, il y a encore beaucoup de gens qui diraient oui. Et ils seraient sincères et simplement parce qu'ils ont une fausse idée de la démocratie. Mais je voudrais revenir sur des choses qu'a dit André quand il a parlé de suffrage universel qu'il défendait, etc., par rapport au tirage au sort. Dans l'expression suffrage universel, il y a deux mots, il y a suffrage et il y a universel. Alors le tirage au sort, on peut appeler ça suffrage par le choix.
est universel. Moi, je revendique que le tirage au sort est universel, puisqu'il ne s'agit pas pour moi de ne tirer au sort que parmi les hommes non esclaves. Donc, le tirage au sort tel que je le conçois, c'est un suffrage universel. En revanche, l'élection telle qu'elle se pratique actuellement n'est pas un suffrage universel, parce que dans le processus, il y a le fait d'élire, mais il y a aussi le fait de se présenter. Or, si en théorie tout le monde peut se présenter, dans la pratique, seuls ceux qui ont un réseau de médias, un réseau de financement, etc., un réseau de partis politiques, peuvent se présenter. Alors, donc le suffrage actuel n'est pas un suffrage universel. Justement, puisque André Bellon, vous êtes présenté, Ouais. qu'est-ce que vous avez à répondre à ce qui vient d'être dit? Alors, d'abord, sur le fait que le suffrage actuel n'est pas universel, comme je l'ai dit moi-même, bon, là, ça fait partie On est d'accord. de nos accords. Oui. Donc, y a pas, je pense que c'est pas même qu'il soit universel ou pas, c'est que c'est un dévoiement du suffrage universel. Et quand par hasard, le peuple français n'a pas dit la bonne réponse, ce qui a eu lieu en 2005, c'est d'ailleurs là que nous avons créé l'association Bonne Constituante, on dit que ça compte pas. Donc on ne peut pas dire que c'est le suffrage universel. On utilise le mot et l'apparence pour faire passer la réponse qu'on veut a priori. On ne peut pas appeler ça de la démocratie. Bon, ça s'appelle une arnaque. Voilà. Alors en revanche, le côté universel, bien sûr, c'est tout le monde peut, oui, bien sûr. Mais pour moi, alors là, il y a peut-être une différence. L'universel, c'est tout individu, quel qu'il soit, participe à l'élaboration du choix. Et disons, la désignation de ceux qui iront défendre alors contrôler, pas contrôler, à un niveau, deux niveaux, ça, c'est tout le débat qu'on doit avoir sur la constituante, mais je pense qu'on ne va pas l'avoir aujourd'hui, du moins totalement. Hein. Bon. Tout individu doit participer non seulement à ce débat contradictoire, ce qui exclut évidemment qu'on tire au sort parce qu'on n'a pas choisi entre les contradictions, mais doit participer au sens où en tant qu'électeur, il participe à celui qui représente l'option qu'il souhaite par rapport à d'autres options. Voilà. Et en la matière, le seul critère, moi, qui m'intéresse, c'est sa position politique par rapport à l'intérêt général. Hein? Le fait ensuite qu'il soit de telle orientation sociale, sexuelle ou autre, n'a rien à voir avec ce genre de débat. Alors justement, tout à l'heure, vous avez présenté comme si c'était un petit peu le suffrage universel ou le tirage au sort. Il me semble dans ce que... Non, non pas vraiment dit ça. D'accord, ok. C'est parce qu'on en a parlé. Ok. Je défends le suffrage universel en expliquant pourquoi. Peut-être qu'il y a encore autre chose entre les deux, j'en sais rien moi. Alors justement, moi il me semble que beaucoup de gens dans votre association plaident plutôt pour un mix des deux, c'est-à-dire en fonction des institutions, en fonction des mandats, des fois tantôt du suffrage et tantôt du tirage au sort, notamment pour les chambres de contrôle, les chambres de contrôle qui surveilleraient un petit peu les élus. Alors en tant qu'association démocratique, on peut avoir à notre... chacun d'entre nous, on peut avoir nos opinions politiques et on peut avoir nos opinions sur ce qu'il faut mettre dans une constitution. En revanche, ce qu'il faut mettre dans la constitution n'est pas l'objet de l'association. L'objet de l'association, c'est la promotion du tirage au sort comme outil de la démocratie et l'écriture de la constitution par une assemblée constituante tirée au sort dans ce cadre-là. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas... Nous-mêmes, nous appliquons du tirage au sort dans nos statuts, mais nous ne voulons pas mettre du tirage au sort partout, à tout bout de champ. Et tout à l'heure, André citait Périclès et le fait qu'il y avait aussi de l'élection à Athènes. Oui, bien évidemment. Quand il faut de la représentativité, il faut faire jouer le tirage au sort. Et quand il faut de la compétence, eh bien, il faut prendre des gens compétents. Si on tire au sort des gens alors qu'on a besoin d'une compétence, on n'aura pas la compétence. Enfin, on aura une probabilité infime d'avoir la compétence. Et comment faire pour privilégier l'intérêt général, comme disait André Bellon? Alors, l'intérêt général, pour privilégier
règle générale, il faut à la fois que les décisions qui soient prises soient des décisions, on va dire, intelligentes et favorables à l'intérêt général. Donc, la représentation de l'intérêt, enfin, du côté général de l'intérêt, c'est le tirage au sort, et la partie pointue du côté intérêt, c'est la compétence, on va dire. C'est là qu'il faut un mix des deux. Et on citait souvent comme exemple dans un avion qui s'apprête à décoller pour aller à une destination donnée, on ne va pas tirer au sort le pilote qui va conduire l'avion. Donc on va prendre le plus compétent. En revanche, s'il s'agit de déterminer où est-ce que l'avion, on va demander au pilote d'amener l'avion, là c'est pas au pilote de décider, c'est aux passagers de voter où on va amener l'avion. C'est la différence entre la compétence et la volonté générale. Alors, je trouve que c'est très intéressant, mais là, je crains qu'on n'ait pas le temps, mais il faudrait l'approfondir. Oui, parce que malheureusement, on va devoir il n'y a conclure dans 5 pas minutes. de séparation, pour moi, entre l'élection et la compétence. Parce que si on sépare les deux, entre l'élection et la désignation, puisqu'il y en a certains qui ne veulent pas élire, l'élection amène la compétence, on est clair. L'élection amène la compétence. Ça ne veut pas dire la compétence au sens le droit de choisir. Et d'ailleurs, quand on fait une constituante, c'est bien pour faire une constitution. Donc celui qui est désigné comme constituant, c'est bien lui qui fera la constitution. Alors qui s'entoure de toutes les compétences, entre guillemets, j'aimerais d'ailleurs savoir de quoi il s'agit, parce que ça me paraît une définition assez large, de toutes les compétences qu'il veut, c'est son droit. Il n'empêche que le souverain, in fine, c'est lui. C'est pas le type qui a une compétence souvent autodésignée d'ailleurs. Alors justement, pour souligner vraiment, parce que peut-être qu'il y a parmi les gens qui regarderont cette vidéo, il y a des gens qui s'intéressent pour la première fois à ce que c'est qu'une constituante. Les citoyens constituants, ils ont un rôle quand même énorme dans une société. C'est-à-dire que c'est quand même eux qui vont écrire les règles du jeu. Après, dans le Monopoly, il peut y avoir la banque, il peut y avoir ceci. Mais en fait, c'est les citoyens constituants, eux, ils ont défini les règles qui vont permettre de nommer les pouvoirs, surtout, et de les séparer. Absolument. Et de les contrôler et de les séparer. Donc, quand on élit, quand on tire au sort. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Alors pour conclure ce débat, malheureusement qui est un peu court, mais peut-être qu'on en fera d'autres, l'été va être long. J'aimerais que vous me présentiez votre constituante idéale, qui, quand, comment. Ma constituante idéale, alors là en 3 mots ça va être difficile, mais 3 minutes. Qui, les citoyens élus sur des bases claires, c'est-à-dire quel type de vie politique voulons-nous. Et il y a des options très différentes. On parlait, je prends un exemple, il y en aurait plein, mais prenons celui-là. En 1848, il y avait le débat, faut-il un président élu au suffrage universel ou pas? Bon, ils ont choisi élu au suffrage universel, je pense que ça a été une catastrophe, puisque ça a mené à Napoléon III, mais il y en avait qui étaient contre, Jules Grévy par exemple. Bon. Donc, qui? Ceux qui s'engagent pour faire une constitution. Et il faut que le débat sur ce que doit être cette constitution, c'est-à-dire la vie publique, est un bien public et qui appartient aux citoyens, à tous les citoyens. Et que donc tous les citoyens participent à envoyer d'autres citoyens pour faire cette constitution, donc pour s'approprier ce bien public. Quand le plus vite possible, parce que je pense que maintenant nous sommes à la fin d'un cycle, et que ce qui vient de se passer, qui va se passer après-demain, quelque part met fin à une vie politique telle qu'elle était jusqu'alors. Qu'est-ce qui va être après? Le taux d'abstention, par exemple, pose un vrai problème de légitimité. Et ce n'est pas un problème annexe. Si on a plus de 50% d'abstention, alors évidemment, certains crétins vous diront qu'il faudrait faire le vote obligatoire, et d'accord, on casse le thermomètre, comme ça il n'y a plus de température. Mais enfin, ça, c'est des bêtises. Donc, quand le plus vite possible par rapport au respect des valeurs démocratiques et humanistes. Et l'humanisme, c'est tout citoyen doit participer à ce débat.
Comment? Ben justement, en créant le plus vite possible ce débat au plus près des citoyens, communes, quartiers. Ce qu'on a lancé, bon je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, hein, il ne faut pas non plus plaisanter, mais ce qu'on a lancé par commune citoyenne est un embryon qui mérite d'être poursuivi. Mais bon, il y en a d'autres. Moi je vois plein d'initiatives, bon, les vôtres, qui prouvent qu'au moins cette question existe. Alors après, bon, on ne la traite pas de la même manière, c'est clair. Hein, mais bon, c'est normal sans doute, parce que tout processus historique se traite sur la base de contradictions. Hein, donc, on ne va pas s'engueuler pour ça. On constate qu'il y a effectivement des discours différents, et peut-être que par le débat, d'ailleurs, on a avancé. Là. Ben, on avancera encore plus. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire d'avance j'ai ma solution, il s'agit de dire voilà pourquoi il y a ma solution. Très bien. Oui, bah, je dirais que chacun apporte sa pierre à l'édifice. André a créé son association bien avant nous, les citoyens constituants. C'était sur la base de la sensibilisation au fait qu'il fallait une assemblée constituante. Donc il a apporté cette pierre-là, même si après on peut avoir, en dépit de plein de points d'accord, on pense amener à quelque chose d'autre qui est le tirage au sort comme quelque chose qui nous semble indispensable pour aller plus loin. Après, il peut y avoir d'autres gens qui amènent d'autres choses. Mais je dirais, moi, je ne demande pas aux autorités, je ne demande pas à Macron de nous concocter, de nous tirer au sort une assemblée constituante. Parce que justement, comme je le disais, les médias font que la population est sous-informée. Elle ne sait pas ce qu'est. En général, elle ne connaît pas bien le rôle d'une constitution, d'une assemblée constituante, des principes constitutionnels, elle ne le sait pas. Et moi, c'est au peuple français que, voilà, je vais regarder les caméras, c'est au peuple français que je dis bougez-vous pour exiger et pour vous former aux nécessités d'une assemblée constituante tirée au sort, parce que c'est aux citoyens de porter ce mouvement, c'est-à-dire que par le bouche à oreille, ceux qui sont conscients informent ceux qui ne sont pas conscients. Et c'est comme ça qu'on arrivera que quand on organise un atelier constituant qui est réservé de par le fait qu'il y a une petite partie de gens qui en entendent parler à ceux qui sont déjà sensibilisés, alors que la grande partie du peuple ne l'est pas, il faut arriver à sensibiliser tout le peuple. Et c'est seulement là que ça sera intéressant d'avoir une assemblée constituante tirée au sort. Très bien. Eh bien, André Bellon, Wikicrat, merci beaucoup pour votre participation à ce débat. Et donc, bah, voilà, c'est vrai que on a fait ce débat dans un cadre magnifique. On va lâcher les lions d'ailleurs. Les arènes de Lutèce. Et donc voilà, bah, on remercie la ville de Paris qui nous a laissé filmer malgré nos 3 trépieds. Donc voilà. Et bien à très bientôt, peut-être pour un autre débat sur un sujet quasiment identique, connexe en tout cas, puisque c'est vrai que la constituante, on n'en fait pas mystère au Cercle des volontaires, on réfléchit beaucoup à cette question. Merci beaucoup. Et merci Raphaël. Au revoir.